tous d'abord. Et comme vous voyez, ce livre, Dernière nouvelle des bolcheviks, a un bandeau qui est un tableau de El Lissitzky, qui était un artiste russe des années 20. Et ce tableau s'appelle Le coin rouge enfonce les blancs. C'est un artiste constructiviste. Ce livre est sorti donc en octobre, et ce sont des nouvelles. Donc moi je suis très heureux que ce soir, ce soit la nuit de la littérature, en même temps que la nuit bolchevique de la librairie Tropique, grâce à Dominique Mazuet. Et je suis particulièrement heureux que la littérature se conjugue avec ces histoires de bolcheviques. Dernière nouvelle des bolcheviks, c'est un titre qui est un peu plusieurs sens, qu'on peut comprendre différemment, à la fois que ce sont les dernières nouvelles des bolcheviks, peut-être les dernières que nous apprendrons, et puis les dernières nouvelles des bolcheviks au sens de nouvelles, puisque ce sont effectivement 14 nouvelles qui traitent de la révolution russe, et pas seulement d'octobre, mais de la révolution russe entre l'époque du tsar jusqu'à l'époque de Khrouchtchev. Alors pourquoi écrire aujourd'hui des nouvelles autour de la révolution russe? Eh bien, d'abord parce que ce centenaire de la révolution russe se situe dans un contexte idéologique, dans un extrêmement particulier, et qui aurait énormément surpris les acteurs de l'époque qui sans doute n'imaginaient pas que le XXIe siècle prendrait la forme qu'il a aujourd'hui. Et donc pourquoi allier la littérature à l'histoire? Eh bien d'abord, je pense, parce que aujourd'hui, transmettre ce qui s'est passé au XXe siècle, la meilleure façon de l'aborder, c'est justement la littérature. C'est-à-dire une écriture qui soit capable de faire passer des émotions, qui soit capable de faire rencontrer des gens, des personnes, et plutôt qu'un discours didactique qui aujourd'hui n'aurait plus de prise. Donc ces dernières nouvelles des bolcheviks nous entraînent dans un maelstrom qui est ce XXe siècle russe tout à fait extraordinaire, où au début du siècle on avait un empire qui était un des empires les plus puissants en apparence du monde européen, si on peut dire, et en même temps un des plus détestés. Quand on regarde quelle était l'image qu'avait en Europe de l'Ouest, en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, la Russie des tsars, c'était le pays de l'autocratie, le pays le plus abhorré de tous ceux qui professaient des idées de progrès et des idées de liberté. Et cette Russie est venue au devant de la scène avec une révolution en 1905, une révolution extraordinaire, qui a duré d'ailleurs plus qu'en 1905, qui a éclaté en 1905 et qui a duré avec des rebondissements jusque pour s'éteindre finalement autour de 1907, avec une période de réaction extrêmement difficile. Donc cette première révolution qui a mis à la face de l'Europe le fait que un pays très vaste, très composite, se révoltait contre une puissance
extrêmement dure qui était celle du tsar et de sa police, l'Okhrana. Donc, ces nouvelles des bolcheviks commencent avec 1905. Et je voudrais vous en donner une petite lecture. Chez lui, le tsar écrivait « 8 janvier 1905, journée claire et froide. J'ai eu beaucoup de travail et de rapports. J'ai fait une longue promenade. Depuis hier, toutes les usines et fabriques de Pétersbourg sont en grève. On a fait venir des troupes des environs pour renforcer la garnison. Jusqu'ici, les ouvriers ont été calmes. On estime leur nombre à 120 000. À leur tête, à la tête de leur union, se trouve une sorte de pop socialiste nommé Gapon. Le pop Gapon était assurément un drôle de paroissien, l'icône des ouvriers de Saint-Pétersbourg. Et cette situation, il la devait pour partie à sa soutane noire, à ses talents de prêcheur, pour partie à la police secrète auprès de laquelle il émargeait en tant qu'indicateur, car la police du tsar préférait voir les prolétaires sous la coupe du clergé, plutôt qu'affiliés au groupement maléfique de la subversion. Mais bon, dans la police secrète, leur secret est de rigueur. Lorsque les usines pétersbourgeoises se mirent en grève, à commencer par les 12 000 ouvriers de l'usine Poutilov, parce que 4 d'entre eux avaient enduré les brimades d'un contremaître mal embouché, le père Gapon considéra de ses attributions de suggérer une manifestation le dimanche, jour du Seigneur, à 10 h du matin. Une procession impressionnante, portant bannières brodées, psalmodiant l'hymne « Dieu, sauve ton peuple et bénis son héritage », derrière un portrait encadré du tsar. Gapon marchait en tête. « Oserait-on nous attaquer ?» se demandait le prêtre à la vue des fantassins, des cavaliers qui leur barraient la route. Une minute nous tremblâmes, puis la marche en avant reprit lourdement. Alors les Cosaques au galop s'avancèrent vers nous, sabre au clair. Ils arrivaient comme une trombe. Je voyais les sabres se lever, s'abaisser. Tout indicateur qu'il était, le pop en soutane fut tétanisé. Soudain, sans avertissement préalable, sans sommation, sans une minute de délai, nous entendîmes le craquement sec d'un feu de salve. Le père Gapon voyait s'écrouler autour de lui les manifestants, hommes, femmes, enfants. Par miracle, il en réchappa. À la fin, le feu cessa. J'étais debout, sans blessure, avec quelques autres, indemnes comme moi, et mes yeux se portaient sur les corps étendus alentour. Cette pensée me traversa l'esprit comme un éclair. Tout cela est l'œuvre de notre petit père le tsar. Le feu reprit de plus belle. Après une dernière décharge, je me relevai. Cette fois, j'étais seul, mais toujours sans blessure. Un immense désespoir s'empara de moi. « Il n'y a plus de tsar pour nous », m'exclamai-je. Chez lui, le tsar trempait sa plume dans l'encrier. 9 janvier. Journée pénible. De sérieux désordres se sont produits à Pétersbourg en raison du désir des ouvriers de venir jusqu'au palais d'hiver. Les troupes ont dû tirer dans plusieurs endroits de la ville. Il y a eu beaucoup de tués et de blessés. Seigneur, comme tout cela est pénible et douloureux. Maman est venue de la ville juste à l'heure du service. Nous avons déjeuné en famille. Voilà cet extrait de la première nouvelle, Le dernier survivant. Donc, tout le monde connaît, dans ses grandes lignes, l'histoire de la Révolution russe, ou le fait qu'il y a eu une grande révolution et qui a changé le monde, et les 10 jours qui ébranlèrent le monde, comme le dit John Reed dans son livre mondialement connu. Mais peut-être, vous connaissez aussi l'histoire du Potemkin, du cuirassé Potemkin, par le film d'Eisenstein, éventuellement par la chanson de Jean Ferrat, qui avait été d'ailleurs interdite à l'époque sur la télévision française dans Âge tendre et Tête de bois. Mais peut-être ne connaissez-vous pas quels ont été le destin de Vakulinchuk, le marin du Potemkin, ou de Ivan Béchov, qui aussi se trouvait sur le navire. Donc vous connaissez tous, évidemment,
Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Vous connaissez tous l'histoire de la rose, du renard, mais peut-être ne savez-vous pas que le Petit Prince n'aurait jamais vu le jour, il n'aurait jamais dû voir le jour, parce que Antoine de Saint-Exupéry a échappé à la mort à Moscou en 1935. Alors peut-être avez-vous entendu déjà le nom de Frunze, Mikhail Frunze, mais ce n'est pas sûr parce que ce n'est pas un personnage très connu, 2 fois condamné à mort sous le tsar. Et peut-être connaissez-vous par contre le nom de Blücher, qui était maréchal de l'Union soviétique, mais qui se trouve être d'abord un personnage des romans de Malraux, de la condition humaine, et des conquérants d'abord, et de la condition humaine, parce qu'il a été conseiller des communistes chinois, donc elle est en 1927. Et c'est un personnage qui a eu une destinée tout à fait incroyable. Et peut-être aussi avez-vous entendu le nom, ou pas, de Maria Spiridonova, qui était une socialiste révolutionnaire de gauche, lorsque ce parti scissionna par la suite, et qui elle aussi a eu une destinée extraordinaire. Et c'est ces destinées que j'ai voulu raconter et rassembler dans Dernières nouvelles des bolcheviks. C'est-à-dire, c'est une façon d'appréhender la révolution russe, non pas à travers un grand récit et ses principaux personnages, bien que ces principaux personnages soient présents évidemment dans Dernières nouvelles des bolcheviks, mais à travers des destinées singulières, des destinées extraordinaires et des destinées, j'allais dire attachantes, c'est-à-dire qui à la fois nous révèlent ce qu'a été non seulement la révolution russe, mais aussi son reflux et la façon dont un certain nombre de ces acteurs ont été broyés par les événements qui ont succédé et qui ont fait que du tsar, puis après la révolution d'octobre, on est revenu à un régime tout à fait neuf qui a broyé non seulement les espérances d'octobre, mais tous les hommes et les femmes qui l'avaient faite. Donc voilà ce que sont ces dernières nouvelles des bolcheviks, et qui se termine sur un personnage que moi, pour qui j'ai une particulière tendresse, qui est Yuri Gagarin, donc, et qui est déjà évidemment dans une autre époque. Donc voilà, je vais pour lancer la discussion, ou plutôt plus exactement pour préciser un certain nombre de points sur le livre. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas lu les autres ouvrages de Philippe Videlier, Philippe Videlier fait un travail d'historien en même temps qu'un travail d'écrivain, et je dirais de haut niveau, parce que la qualité littéraire à laquelle vous avez entendu, il est très attentif, et ce qui captive d'abord et surtout dans son travail de romancier et d'écrivain. Mais tout est rigoureusement authentique, je présume, comme dans les précédents, ou est-ce que tu t'es permis des libertés ou des interprétations cette fois? Non, tout est rigoureusement authentique. Y compris d'innombrables petits détails qui apparaissent complètement anecdotiques. Voilà, y compris les innombrables petits détails, comme tu dis. Et c'est là un principe d'écriture. C'est-à-dire que ce que je cherche à faire, c'est non pas un roman historique, c'est
raconter l'histoire à travers une forme littéraire. Donc, comme le disait Borges, donc l'écrivain argentin, il faut raconter la vérité comme si c'était une fiction. Et c'est donc le principe que je me suis donné, donc, est un principe très rigoureux. C'est-à-dire que dans la façon que j'ai d'écrire et de transmettre, ce que je veux pour moi et pour le lecteur, c'est qu'effectivement ce soit donc une histoire qu'ils reçoivent, hein, mais qu'ils lisent effectivement comme ils liraient n'importe quel roman. Donc de ce point de vue, tous les faits rapportés et toutes les histoires racontées dans ces nouvelles sont rigoureusement vraies, et c'est, à mon avis, c'est ce qui leur donne leur force, justement, et y compris leur force émotionnelle, puisque bien souvent il s'agit d'histoires tragiques, donc racontées avec une distance nécessaire. On peut même dire une distance un peu sarcastique quand même. Et voilà, donc j'ai beaucoup d'admiration pour Brecht et la façon qu'il a de mettre en œuvre son théâtre. Mais l'essentiel de ces histoires, leur force intrinsèque, c'est effectivement la vérité qu'elles contiennent. Et comme il s'agit de nouvelles, évidemment construites autour d'une chute, donc chacune qui peut être surprenante, mais qui en tout cas ne laisse pas indifférent. Oui, on peut dire que de ce point de vue-là, c'est assez dialectique même à chaque fois. Et la question, c'est de savoir comment on dépasse tout ça. Il y a aussi un autre aspect qui était déjà assez présent dans ton précédent livre, qu'on avait également beaucoup recommandé, qu'on continue de recommander, où il était question de l'Orient compliqué, on va dire, du Levant français, anglais et autres autour d'Aden. Là, donc, à partir de ce que tu viens de nous expliquer, ton thème, ton objet littéraire et historique, il y a un des éléments qui est récurrent et qu'on retrouvait donc dans le dernier livre, c'est la présence de gens relativement célèbres, notoires, pas toujours pour le rôle que tu leur fais jouer, qui est souvent le rôle tout simplement de journaliste. Donc on avait Albert Londres, là on a Gaston Leroux. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur parce que ça donne, enfin tu vas nous expliquer quel est l'objet de cette utilisation de ces personnages de narrateurs finalement. Ils sont pas seuls puisqu'on a les échos de toute la presse mondiale. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, parce que ça contribue beaucoup à l'attrait je dirais, d'une lecture prime sautière d'événements qui sont parfois absolument terrifiants. Oui, c'est lorsqu'on travaille sur des événements lointains, c'est-à-dire lorsqu'on écrit sur un monde qui n'est pas le nôtre directement, il faut partir du principe, en tout cas moi je pars du principe, que le lecteur doit être rapproché au mieux de ce monde qu'il ne connaît pas. Et pour cela, la présence de personnages qui lui sont familiers, donc contribue à son immersion dans cet univers qu'il ne connaît pas. C'est pourquoi vous trouverez dans les dernières nouvelles des bolcheviks effectivement Gaston Leroux, qui avait été envoyé comme reporter en Russie à l'époque de la première révolution, de la révolution de 1905, donc, et qui en a rapporté des récits qui ont été ensuite rassemblés après sa mort, je crois, sous le titre L'agonie de la Russie blanche, donc qui étaient ses reportages en Russie. Vous y trouverez aussi André Malraux, vous y trouverez bien sûr Antoine de Saint-Exupéry. Donc Antoine de Saint-Exupéry, autour d'une nouvelle
qui traite de Maxime Gorki, donc, qui est un des plus grands écrivains donc, russes du XXe siècle, et qui a joué un rôle très important dans la révolution russe. D'abord parce qu'il a financé les bolcheviks, donc c'était un homme très connu, c'était un homme qui a mondialement connu, qui avait beaucoup de succès, qui a eu beaucoup d'argent et qui a utilisé cet argent donc à financer la révolution. Donc d'abord les bolcheviks dans les années autour de 1907, et puis ensuite il a été assez distant pendant l'époque de la Révolution d'Octobre. Il avait son propre journal, La Nouvelle Vie. Et ensuite, il s'est exilé pour revenir en Russie, donc à l'époque où le régime de Staline s'imposait en Russie. Il est devenu un personnage assez curieux, puisqu'il était le chef de file des écrivains soviétiques, en même temps qu'un personnage que vous découvrirez ici, donc assez lucide sur ce qui se passait dans ce pays à ce moment-là, au moment où il est revenu. Donc, je vais vous lire quelques lignes de cette nouvelle donc, qui s'appelle La chute du géant, qui est une double nouvelle autour de Maxime Gorki. Installé dans le creux incroyable du Maxime Gorki, parce que le Maxime Gorki était un avion géant qui était la fierté de l'Union soviétique et la plus grande de ses réalisations à cette époque-là. Installé dans le creux incroyable du Maxime Gorki, Antoine de Saint-Exupéry n'avait jamais éprouvé semblable impression de société complexe à l'intérieur d'un avion. Il était loin de ses rêves de Patagonie sur la TECOR, loin de Courrier Sud, loin de vol de nuit, libre de toute responsabilité, de toute angoisse. Il se promenait dans la machine volante extraordinaire en passager averti. Je visitais en vol 11 compartiments principaux dont la liaison était assurée par un réseau de téléphone automatique, un système de tubes pneumatiques. Il croisa les mécaniciens en combinaison bleue, ouvrit une porte, vit une dactylo à sa machine. Le commandant de bord délivrait les consignes. Saint-Exupéry se laissait bercer, fermait les yeux, puis les ouvrait. Il survolait Moscou. Une grande baie du salon versait une clarté bleue, et j'assistais comme au balcon d'un hôtel luxueux à la lointaine vue de la terre. Le Maxime Gorki, de ses 8 moteurs de 7000 chevaux, donnait la mesure exacte de la puissance soviétique. L'ANT-20 Maxime Gorki, surplombant Moscou, fut l'objet d'une peinture à l'huile sur toile, dominante bleue, rouge, gris acier, par un artiste d'avant-garde. Le malheureux, pris dans on ne sait quelle intrigue politique, se pendit peu après dans une cellule du NKVD. Son tableau fut conservé pour être accroché dans un musée. Vassili Koupstov, le peintre de l'avion, avait trépassé déjà quand Antoine de Saint-Exupéry décolla à bord du Maxime Gorki. Or, comme il l'écrivit de façon fort abrupte, le lendemain, le Maxime Gorki n'existait plus. Pulvérisé. Antoine de Saint-Exupéry l'avait échappé belle, à un jour près. Donc, ces personnages qui sont familiers de tout lecteur aujourd'hui, permettent de s'introduire dans ces univers étrangers et parfois étranges. Et c'est là, en tout cas, leur fonction dans cette écriture, dans ces dernières nouvelles des bolcheviks. Et déjà dans le premier livre que j'avais écrit dans cette collection blanche de chez Gallimard, qui s'appelait Le Jardin de Bakounine, j'avais 2 nouvelles russes, déjà Le Jardin de Bakounine, donc autour de Bakounine, et Les Échecs de Lénine, qui racontait une histoire notamment de Lénine à Capri, où on trouvait déjà Gorki, puisque Gorki, à cette époque-là, riche personnage littéraire, avait une villa à Capri, et de cette villa, il avait fait un centre de formation des révolutionnaires bolcheviques, à une époque d'ailleurs où les révolutionnaires bolcheviques se déchiraient entre eux
entre diverses tendances, dont une était dirigée par quelqu'un de fort oublié, qui a été donc un des dirigeants de ce parti bolchevique de la première génération, qui s'appelait Alexandre Bogdanov, et qui ensuite s'est éloigné, est devenu romancier, a écrit un roman de science-fiction qui s'appelle L'Étoile rouge, et qui s'est lancé dans des expériences médicales et qui en est mort. Mais donc j'avais déjà ces deux nouvelles autour de la Russie, mais ce sont des événements tellement riches que ce qui s'est passé dans ce pays-continent, que des nouvelles, j'aurais eu de quoi en faire bien plus que les 14 qui se trouvent réunis ici. Concernant le titre, pourquoi les dernières nouvelles? Pourquoi les mots dernières? Dernière nouvelle des bolcheviks, comme je le disais, ça signifie que ce sont les dernières nouvelles qui nous arrivent, les nouveautés qui nous arrivent autour des bolcheviks, mais c'est peut-être autre chose. C'est peut-être aussi les dernières nouvelles parce que le monde a considérablement changé, comme on le constate chaque jour, et qu'il n'est pas certain. Et on pourrait revenir sur la discussion sur la façon dont la révolution d'octobre a été commémorée pour son centenaire, qu'il n'est pas certain qu'on ait d'autres nouvelles. Donc voilà pourquoi c'est un titre un peu à double sens. Oui, déjà dialectique. Donc c'est pas, n'a pas un sens politique, les mots dernières. Il peut avoir un sens politique, bien sûr. Oui, dire, Bien sûr, il peut avoir un sens politique, précisément parce que ces gens, donc, qui étaient les bolcheviks, et pas seulement eux, puisque dans le livre il n'y a pas seulement des bolcheviks, sont en train de disparaître de notre monde. Si on regarde par exemple le nombre de biographies ou de livres d'ensemble traitant de ces personnages dans les années 70-80 et qu'on regarde où nous en sommes aujourd'hui, on voit bien que ce sont des silhouettes qui aujourd'hui s'effacent. Ou pire, puisque c'est quand même Courtois qui est allé nous servir une biographie de Lénine. Alors je ne sais pas si les gens savent qui est Stéphane Courtois, mais bon, on pourra en parler un petit peu tout à l'heure, mais ça m'amène peut-être, si là, tu es satisfait de la réponse à la question, à une question qui aurait été quasi liminaire pour le débat. On aura compris que, comme pour ton livre sur la révolution chinoise, tu as une grande tendresse pour tous les acteurs de cette révolution, une tendresse, on peut même dire révolutionnaire, et que tu portes un jugement que tu portais déjà, un jugement, je dirais, équilibré, mais néanmoins plutôt négatif sur le sort qui leur a été réservé, y compris par Mao, et notamment au moment de la révolution culturelle. Là, on aura compris aussi que tu as un jugement plus que équilibré, pour ne pas dire réservé, sur les suites qui ont été données aux héros, parce qu'il y en a eu quand même énormément, à commencer par le peuple russe lui-même, de la révolution aussi bien 1905 que 1917. Donc la question, c'est pas ça, c'est que, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais ce qui nous frappe tous, d'ailleurs tu en as parlé dans ton introduction, c'est le caractère, mais terrifiant, ultra-réactionnaire de la manière dont, en France en tout cas, et on pourra parler peut-être aussi de la manière dont c'est commémoré en Russie cette année, ce centenaire est célébré par l'intelligentsia et singulièrement celle qui se prétend de gauche ou progressiste française. Je veux dire, Furet, c'était vraiment très petit bras par rapport à ce qu'on nous a servi ces derniers temps. Donc Stéphane Courtois, qui quand même est un mec qui a participé à un des trucs les plus ineptes et les plus immondes qu'on ait jamais lu. On en reparlera avec sans doute Annie Lacroix dans quelques jours ici, qui s'appelle Le livre noir du communisme. Et c'est un livre d'une ineptie, d'une nullité
réalité historique consternante, et alors plus réactionnaire, plus facho que ça, tu meurs. C'est ce mec-là qui a été désigné par un grand éditeur que je ne nommerai pas pour nous pondre la biographie de Lénine. Il y a 2-3 ans, c'était un trotskisme, enfin, comme il y en a eu beaucoup des biographies de Lénine, il y en a même quand même assez souvent, de Staline un peu moins souvent, mais c'est quand même Jean-Jacques Marie qui évidemment n'a pas fait une biographie à charge de Lénine. Mais alors là maintenant, on est dans la tonalité assez extravagante, et ma question est bientôt terminée, dans la tonalité extravagante où un Pascal Horry peut nous annoncer Ourbi et Torbi sur toutes les chaînes de radiovision publique française, France Culture, RFI, France Inter, au point que même Nicolas Demeuré en est resté interloqué, des trucs assez étonnants, et je conclus là-dessus, des rapprochements fascinants de ce prétendu historien tout à fait sérieux, hein, supposément sérieux, et qui est là pour faire l'éducation populaire de la France profonde. Trump égale Lénine, ou Lénine égale Trump. Voilà, ma longue question est terminée. Qu'en penses-tu? Ah oui. Moi, ce que j'essaye de faire, justement, tu disais que j'avais un jugement réservé, etc. Et je me permettrai de te dire que je n'ai pas de jugement réservé, etc. Parce que mon propos n'est pas de porter de jugement. Il est de raconter une histoire. Et cette histoire contient pour chaque lecteur sa morale, si on veut, puisque dans une nouvelle c'est souvent ça, puisqu'il y a une chute. En tout cas, que chaque lecteur va la recevoir et en tirer une morale ou une leçon ou une émotion. Je préfère dire une émotion d'ailleurs. C'est-à-dire de voir, voilà, je vous présente un personnage, je vous raconte une histoire, et cette histoire, vous allez voir comment elle se termine. Ce que moi j'ai comme ambition, c'est de vous intéresser à cette histoire, de vous rapprocher de ce monde, de vous faire partager ce qu'ont vécu les gens de cette époque, et les leçons, c'est vous qui les tirez. Moi, je ne les donne pas. Et ça, c'est le propre, à mon avis, et c'est tout l'intérêt de la littérature. Et comme je disais, il y a des bolcheviks et dans ce livre, et d'autres qui ne le sont pas, je vous lirai encore un petit passage, qui est une histoire sur qui s'appelle Eugène le Chanceux, et qui est sur un personnage qui est un écrivain, qui a eu son heure de gloire, mais qui ne fait pas partie des plus connus, qui s'appelle Evgueni Zamiatin, et qui a écrit un formidable roman d'anticipation qui a été traduit dans ces années-là, donc dans l'entre-deux-guerres, qui a été traduit sous le titre de Nous autres. Il y a une nouvelle traduction qui vient de sortir qui s'appelle Nous. Ça ne me plaît pas du tout d'ailleurs. Je préfère la traduction initiale qui est plus lourde de sens de ce Nous autres. Eugène le Chanceux. Eugène, Evgueni dans sa langue, avait eu de la chance. Beaucoup de chance. On n'aurait pas dit comme ça à première vue. Pourtant, il en avait eu. En 1905, au moment de sa première arrestation, quand il avait des tracts cachés sous son lit et sur sa fenêtre, un sachet de papier contenant la nitrocellulose servant à la composition de machines infernales. Il se disait bolchevique, étant étudiant. Il échappa au pire. Eugène demeura quelque temps dans la prison de briques rouges de Spalernaya, y apprit un peu de sténographie, un peu d'anglais, ce qui lui fut fort utile pour la suite. Et plus tard, interdit de séjour à Saint-Pétersbourg, recherché vaguement par une police amolie, il passa entre les mailles du filet, ce qui lui permit d'obtenir en douce ses diplômes, de devenir ingénieur en construction navale. Il commença à écrire. Quand il fut découvert, finalement, que les agents mirent sa fiche et sa bobine en concordance,
qu'il fut expulsé de Pétersbourg pour un exil tranquille, pas trop loin, dans un coin calme et silencieux. Il trouva matière à se réjouir. Si je suis un petit quelque chose dans la littérature russe, je le dois entièrement à la police de Saint-Pétersbourg. Ses premières nouvelles datent de cette époque. Il eut des ennuis avec la censure. Pendant la guerre, Eugène fut envoyé en Angleterre à Newcastle, superviser la construction d'un navire brise-glace pour la marine du Tsar, le Saint-Alexandre Nevski aux 2 cheminées, qui fut rebaptisé Lénine après la Révolution. Mon œuvre favorite, s'exclamait-il, tout fier, la plus réussie. Quand il revint d'Angleterre, en 1917, avec dans ses bagages un nouveau manuscrit, le régime avait changé. Plus de tsar, plus d'empire. Peu après son retour, les bolcheviks prirent le pouvoir. Mais Eugène avait cessé d'être bolchevique, depuis longtemps. Il n'avait foi qu'en ses idées personnelles. Il écrivait dans La Cause du peuple, un journal qui tenait les nouveaux gouvernants pour de simples chenapans. Souvent il signait d'un pseudonyme. C'était mieux, il pouvait être plus franc. Peut-être aussi que quelque chose des entreprises absurdes du grand assainisseur entrera ailleurs que dans les annales comiques de l'histoire russe. On sentait chez lui comme un parfum d'ironie. Il n'était pas vieux, ni fatigué, juste un peu philosophe et cafardeux. Chaque aujourd'hui est à la fois berceau et linceul, écrivait-il. Le linceul d'hier, le berceau de demain. Où voulait-il en venir? Quand Eugène Le Chanceux commença à travailler son roman, son principal roman, il le garda pour lui. En privé seulement, au bord d'une rivière, il lui arrivait de l'évoquer devant de rares amis, de discuter un passage. D'ordinaire, en ville, il avait beaucoup à faire, nombre de gens à fréquenter. À la Maison des Arts de Pétersbourg, il délivrait son cours « Technologie de la prose artistique » à des plus jeunes. Un soir, au cinéma Splendid Palace, il rencontra le pianiste Shostakovich, qui accompagnait de ses notes averties un film muet. Il s'intéressait à la musique. Cependant, pour une raison quelconque, la police du régime neuf le renvoya quelque temps aux cellules. La même prison, le même couloir. Autrefois, j'étais là parce que bolchevique. Maintenant parce que je ne le suis plus, grinçait-il sarcastique. Là, vas-y. Une question tout à fait. Selon quels critères vous avez choisi de décrire Frunze? Ah. Selon des critères, donc vous verrez la fin de la nouvelle sur Frunze. Je n'ai pas encore lu, oui. Oui. Je pose La fin, parce que le choix en de... Occident, les mots Frunze ne sont pas connus. Il n'est Pas connu, non. Mais il y a eu aussi, dans mes histoires, il y a plusieurs histoires en général. Parce que moi j'en ai une, la mienne, qui est sa chute, hein, qui est que j'ai envie de raconter cette histoire parce qu'elle a quelque chose de très particulier, au sens, là j'allais dire purement littéraire, c'est-à-dire que si j'écrivais sur d'autres sujets, donc d'ailleurs Dîner de gala, qui est mon livre sur la Révolution chinoise, qui a pris une toute autre dimension au départ, qui était fait autour d'une, dans mon idée, une nouvelle qui avait aussi une chute sur Mao Tse-tung. Et puis ça a pris d'autres dimensions. Là, donc, mes nouvelles, je les choisis... Pour mesure la dimension que ça a prise, voilà. Un livre à lire aussi. Donc, mes nouvelles, je les choisis effectivement en fonction de cette chute et de l'intérêt littéraire de raconter cette histoire, et au-delà de l'intérêt littéraire, de l'intérêt intrinsèque de l'histoire racontée. Donc, pour revenir en arrière sur Frunze, je ne vous raconterai pas la chute de cette histoire-là, qui s'appelle le portrait du mort, mais Frunze a aussi une autre histoire, qui vient de Boris Pilniak. Donc, Boris Pilniak, qui est un des très grands écrivains, dont je parle aussi donc, dans ce livre. Donc il y a une multitude de personnages. Il y a Isaac Babel, il y a Boris Pilniak. Pilniak a écrit en 1925, je crois,
une grande nouvelle, qui s'appelait « Le conte de la lune non éteinte », et qui est une nouvelle autour du personnage, autour d'un personnage non nommé, qu'il appelle le commissaire, et qui est mort dans des conditions extrêmement suspectes. Et tout le monde, à cette époque-là, dans l'Union soviétique, a reconnu la personne de Frunze, qui était le commissaire du peuple à la guerre, ou à la défense, comme on voudra, je crois qu'on disait à la guerre, qui avait succédé à Trotsky. Donc Trotsky était, comme on sait, d'abord commissaire du peuple aux affaires étrangères. Donc il y avait d'abord ce nom de commissaire du peuple, comme vous le savez tous, qui a voulu remplacer le nom de ministre, puisque pour marquer la table rase de la Révolution, il n'était plus question de ministre et de ministère, mais d'un titre nouveau pour désigner les responsabilités commissaire du peuple. Donc Trotsky avait été commissaire du peuple aux affaires étrangères, et puis à la construction de l'armée rouge, commissaire du peuple à la guerre et à la marine. Et lorsque en 1924-25, la lutte pour le pouvoir s'est déclenchée en Russie après la mort de Lénine, donc la mort de Lénine c'est janvier 24, 21 janvier 24, c'est comme la mort de Louis XVI, voilà, et tout de suite il y a eu une lutte de factions entre les différents protagonistes en haut du pouvoir soviétique, et très rapidement Trotsky s'est trouvé mis en minorité et très rapidement démis de ses fonctions de commissaire du peuple à la guerre et à la marine, et à la place on a mis ce personnage absolument extraordinaire qui s'appelait Mikhaïl Frunze. Et Frunze n'est resté que très peu de temps, puisque il a connu une fin tragique. Je vais vous lire tout petit passage de cette histoire. Portrait du mort. Le portrait du mort. Un tout petit passage. Des 6 personnalités, le portrait du mort. Des 6 personnalités citées par Lénine dans son testament, Joseph Staline, le caucasien aux yeux jaunes, était le plus maltraité. De simples pensées jetées sur un papier glissé dans une enveloppe cachetée à la cire, gardée sous clé, voilà ce qui tenait lieu de testament. Mais enfin, ce n'était pas un mince inconvénient de ne pas avoir les faveurs du fondateur de l'État soviétique quand on prétendait en saisir les rênes. Malade, sentant sa fin venir, surveillé par ses médecins, Lénine avait cru bon de dicter à ses secrétaires le jour de Noël de brèves réflexions sur ses quelques compagnons éminents qui l'épaulaient dans sa révolution. Afin d'en souligner les défauts comme les qualités et de prévenir les dangers inhérents à sa succession. Le testament contenait 6 noms. Staline, Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Boukharine, Piatakov. Bien que la justice distributive de Lénine posât sur chacun quelques mots pesés, il apparaît que le premier nommé n'avait pas son agrément. Le camarade Staline, en devenant secrétaire général, a concentré un pouvoir immense entre ses mains, et je ne suis pas sûr qu'il sache toujours en user avec suffisamment de prudence. Le post-scriptum du 4 janvier 1923 devait, par la suite, faire couler beaucoup d'encre à l'étranger. Car en Russie, on n'en souffla plus jamais mot, après lecture à huis clos du dit testament. Staline est trop brutal, et ce défaut pleinement supportable dans les relations entre nous communistes devient intolérable dans la fonction de secrétaire général. C'est pourquoi je propose aux camarades de réfléchir aux moyens de déplacer Staline de ce poste et de nommer à sa place un homme qui, sous tout rapport, se distingue de Staline par une supériorité, c'est-à-dire qu'il soit plus patient, plus loyal, plus poli et plus attentionné envers les camarades, moins capricieux, etc. Lénine mourut le 21 janvier 1924 et le bal commença. Le bal commença, oui, et dont on connaît l'issue. C'est très ambigu. L'expression le bal commençait. Le bal commença, c'est une expression d'ici. Oui, d'accord. Mais si je l'ai lu avec votre
mots que vous avez prononcé au début. Broyer, après la révolution, vous avez dit broyer. Ça me crée des problèmes. Quel bas commencer? Oh, c'est une expression française, d'accord. Mais politiquement, vous donnez certainement un autre sens, mais il faut le dévoiler. Quel sens vous donnez? Parce que moi, je donne le sens. Alors, lequel? Parce que je pense que vous critiquez d'une façon très gentille, indirecte et à la française, Staline. Voilà. Au fond, pour dire tout. Oui, vous avez raison. Voilà. Staline est un personnage du livre qui, je dois le dire, n'est pas des plus sympathiques. D'accord. Enfin, d'accord. C'est votre... Frunze a été liquidé dans des conditions pour le moins suspectes. Absolument. Ça n'a pas empêché que, une fois mort, les mêmes qui devaient être derrière, à mon avis, la liquidation de Frunze, ont baptisé l'académie militaire l'Académie Frunze pour former l'armée rouge. Encore aujourd'hui, Oui, bon. Les militaires, pas seulement russes, des pays socialistes faisaient leurs études à l'Académie Frunze. À l'Académie Frunze. À Kirghizistan, je pense. Donc en réalité, tu laisses donc tu cites les faits à base sur des bases historiques et des archives assez certaines, incontestables. Tu laisses le lecteur en penser ce qu'il veut. Tu as quand même ton idée sur la question, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, et ça peut être interprété évidemment de la manière qui vient d'être faite. Je dirais que en réalité, tu ne portes pas malgré tout de jugement, même si Staline n'est pas présenté comme un personnage très sympathique. Il est rarement présenté en dehors de certaines époques comme un personnage très sympathique, mais il y en a qui sont présentés comme des personnages très sympathiques. Tu peux peut-être en évoquer quelques-uns. Juste un petit mot. Oui. Je trouve qu'on ne peut pas vraiment dire je laisse le lecteur porter un jugement, parce que simplement le fait de sélectionner certains personnages ou certains événements, c'est déjà une manière d'indiquer quand même ce que vous en pensez. Et après, le lecteur, il en pense ce qu'il veut, d'accord, mais enfin, je veux dire, il est quand même orienté dans un certain sens. Absolument, mais ça c'est vrai pour toute œuvre littéraire. Absolument. Voilà. Et donc, et que je, pareil, et par ailleurs, oui, sur le plan académique, bien que ça se voit autrement. On ne peut pas dire simplement je laisse le lecteur. Si, je peux le dire aussi. Je peux le dire aussi. C'est-à-dire qu'évidemment, mon choix à moi, bon, j'avais d'autres nouvelles possibles. Donc, dans cette histoire russe que je connais bien, j'avais d'autres nouvelles possibles. Bon, j'avais pensé raconter l'histoire de Miasnikov, qui est quelqu'un de très oublié aujourd'hui, qui a été ce qu'on appelait à l'époque les communistes de gauche dans les années 20, et qui a eu une trajectoire absolument incroyable. Donc j'aurais pu raconter des histoires autour des procès de Moscou, j'aurais pu, etc. Donc moi j'ai fait des choix. Hein, et ces choix, donc, ils sont liés, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des critères littéraires, d'une part, c'est-à-dire raconter une histoire qui, dans laquelle le lecteur trouve plaisir à lire, bien que ce soit du tragique, et souvent, pas seulement, mais souvent, et puis, la particularité quand même du travail que je mène, pour aller dans votre sens, en fait, et aussi dans le tien ici, c'est que quand je dis je laisse le lecteur, etc., c'est effectivement, il y a autre chose avec. Parce que si ce que je raconte était œuvre d'imagination, c'est-à-dire que mes personnages viennent de nulle part, n'existent pas en réalité, n'aient jamais existé,
mais que je place des personnages dans une ambiance historique, etc. Je pourrais dire là alors simplement que je navigue à mon gré. Mais là, s'agissant de personnages, à l'inverse de comme on dit dans les films, toute coïncidence, etc., personnages ayant existé, etc., mes personnages ont réellement existé. Ce que je raconte leur est réellement arrivé, c'est que j'ai aussi une autre idée derrière la tête, évidemment, qui est une idée de transmission. Ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui s'effacent. On a une période qui s'efface aujourd'hui, hein, dont on ne veut pas parler. Je dirais juste un petit mot sur, je voudrais dire juste un petit mot sur la Commune de Paris, après avoir terminé cette première réponse-là. Donc on a des personnages qui s'effacent aujourd'hui, et moi, j'ai fait ces personnages sont quelque chose pour moi, représentent quelque chose. Bon, comme on fait des rencontres, hein. Donc ce sont des gens qui, pour une raison ou pour une autre, je me suis attaché, et dont j'ai envie de faire connaître la destinée. Donc voilà ce qui a guidé mon choix. C'est double, c'est-à-dire à la fois quel est le cadre littéraire que je peux développer autour de ces personnages, et d'autre part faire connaître leur histoire particulière. C'est le cas par exemple de Maria Spiridonova, donc, où bon, ça a été une héroïne donc, du début du siècle en Russie, et là aussi on trouve dans la nouvelle sur la tragédie de Maria d'autres personnages qui ne sont pas russes, qui nous reviennent à travers cette nouvelle, comme par exemple Emma Goldman, qui était une anarchiste américaine, donc qui avait été renvoyée en Russie, qui avait été expulsée des États-Unis, déchue de sa nationalité et envoyée en Russie soviétique, et donc qui regarde ce qui se passe autour de la Révolution et rencontre donc cette fameuse Maria Spiridonova. Donc il y a tous ces personnages dont j'ai envie de raconter l'histoire. Donc quand tu disais, c'est des personnages donc qui sont dont la destinée mérite, à mon avis, d'être connue et d'être transmise. J'ai dit, je voulais dire un mot sur la Commune de Paris. Pourquoi ? Parce que j'ai vécu le centenaire de la Commune de Paris. Et donc c'était en 1971. Comme on dit, ça ne nous rajeunit pas. Et quand on regarde ce qu'a été le centenaire de la Commune de Paris et ce qui a été le centenaire de la Révolution d'octobre, on ne peut qu'être frappé par l'incroyable gouffre qui sépare ces deux contextes, on va dire comme ça. En 1971, donc pour le centenaire de la Commune de Paris, il y a eu une déferlante de publications, de manifestations. Chacun faisait sa manifestation au mur des Fédérés, tout à fait incroyable, avec quelque chose d'encore plus incroyable. Bon, par exemple, Maspero, donc François Maspero, qui tenait la fameuse librairie La Joie de lire de la rue Saint-Séverin, donc avait édité un catalogue des livres parus donc, sur la Commune de Paris au moment où on en fêtait, par ailleurs. On n'en célébrait pas, on ne faisait pas que commémorer, on célébrait et on fêtait la Commune de Paris. Et donc c'était, je crois me souvenir, un catalogue qui avait au moins 195 titres parus là dans l'année. Bon. Et non seulement on avait célébré, fêté cette commune par des tas de publications
et par des tas de manifestations. Mais il y avait quelque chose de plus, c'est que ces gens de la Commune de Paris, donc qui étaient la première tentative de révolution sociale, pas de révolution sociale, on pourrait dire 1848 aussi, bon, mais de révolution à caractère socialiste, on va dire. En tout cas reconnue comme telle par la postérité, même, hein. Reconnue comme telle par sa postérité. Marx, en parenthèse. Voilà. À propos de la Commune. Avec sa fameuse adresse sur la guerre civile en France, eh bien, à 100 ans de distance, quand on célébrait le centenaire de cette Commune de Paris, les acteurs de cette Commune de Paris, tous les gens qui avaient participé, étaient nos contemporains, les contemporains du centenaire. Je veux dire par là que les gens de 1971 dans la société française, ceux qui ont participé à ces grandes manifestations commémoratives, considéraient les gens de la Commune de Paris comme leurs contemporains, c'est-à-dire pouvaient entrer en dialogue avec eux. C'est-à-dire que quand ils parlaient de Louise Michel, ça leur évoquait pas seulement un personnage historique, ça leur évoquait quelqu'un de proche. Et la grande différence avec ce centenaire de la Révolution d'octobre, c'est qu'on est dans un tout autre contexte où les gens qui ont fait cette Révolution d'octobre, qui ont donc renversé le gouvernement provisoire pour prendre le pouvoir et instaurer quelque chose de neuf, qui s'inspirait d'ailleurs de la Commune de Paris, eh bien ces gens-là ne sont plus nos contemporains. Ne sont plus nos contemporains. C'est-à-dire que très rares sont les gens qui seraient à même de citer d'ailleurs c'est ce que vous avez dit, les personnages qui se trouvent dans Dernière Nouvelle et Bolchevique, et même d'ailleurs de citer la plupart des figures de proue de cette révolution bolchevique aujourd'hui. Et les gens n'ont plus de familiarité avec ces personnages-là et avec ces événements-là. Et c'est cette grande différence qui fait que, par exemple, à mon avis, la littérature peut leur rendre cette familiarité, peut leur rendre cette proximité, beaucoup plus que une quelconque biographie à caractère académique, etc. Et donc c'est ça le chemin que j'essaye de prendre, de redonner une familiarité avec ces personnages, et en donnant une familiarité avec ces personnages, une familiarité avec les événements et avec les élans qui les ont portés. Oui, je voulais préciser une chose, c'est que même s'il y a des aspects critiques que vous avez discernés, etc., et qu'on peut en débattre, rassurez-vous, le livre de Philippe Videlier, à l'instar d'ailleurs de celui qu'il avait fait sur la Révolution chinoise, n'a absolument rien à voir avec ce qu'on pourrait qualifier la veine répugnante d'anticommunisme ambiant, d'antisocialisme généralisé, en particulier chez nos historiens. C'est même exactement le contraire, parce que, à l'inverse de l'inénarrable Courtois, mais je pourrais en citer d'autres qui ont maintenant voix au chapitre et qui pondent sur des choses auxquelles ils ne connaissent rien du tout, et qui sont dans une hostilité franche, hein, pour reprendre ta comparaison avec la Commune. En 71, effectivement, on était dans une ambiance extrêmement différente encore d'aujourd'hui, bien sûr, mais il y avait, et en dépit du fait que je peux en témoigner, la Commune n'était pas beaucoup mieux enseignée au programme d'histoire qu'aujourd'hui, hein, elle n'a jamais été vraiment enseignée, mais cette connivence, bon, qui est due au fait aussi que c'était quand même français et parisien, et on se croyait dans une répétition de la Commune 3 ans seulement avant, il y avait une adhésion, et en tout cas une sympathie, d'où le côté festif. Là,
le centenaire de la Révolution d'octobre. Comme nos amis russes sont maintenant là, ils pourront nous parler de la manière dont ça a été célébré en Russie et à Moscou cette année. Mais pour parler de la manière dont c'est non commémoré en France, on est dans un climat d'hostilité franche, ultra-réactionnaire, ultra-contre-révolutionnaire, qu'on n'a pas connu, je pense, de l'histoire de France. En tout cas, depuis une bonne cinquantaine d'années que j'observe ça, c'est du sans précédent, puisque même les pires révisionnistes qu'on a connus après Furet et tant d'autres sont très très en dessous, très petits bras par rapport à la daube immonde qui nous est déversée quotidiennement. Donc ça, c'était juste pour que les gens ne se méprennent pas sur le contenu de... Ce n'est pas du tout un livre à charge, il y a une grande... Il est très réservé, pour ne pas dire timide, et il garde ses idées pour lui, mais je les connais un petit peu, et donc il a une grande connivence, une grande, plus que sympathie pour les personnages, les héros de toute cette histoire. Hein. Je ne travestis pas, je ne sollicite pas ta pensée. Donc je voulais préciser ça pour que tu ne te méprennes pas là-dessus. Il y avait des questions ? Non, juste pour... Non, c'est pas une question de remarque, Oui. hein, mais pour les histoires de commémoration, on peut mentionner la Révolution française avec le bicentenaire, hein, Oui. une espèce d'étape intermédiaire. Absolument. Voilà, où on a cette espèce de cirque grotesque, mais... Festif. C'est ça. Et là, on a franchi une nouvelle étape, c'est-à-dire où il s'agit de dépolitiser ou de condamner de façon plus ou moins subtile. Oh, de diaboliser même carrément. Oui, oui. Mais le bicentenaire, c'est l'étape intermédiaire. Le bicentenaire, c'était la Absolument. neutralisation de la Révolution française. À coup de trucs festifs, Jean-Paul Goude, les défilés de Jack Lang et compagnie. C'était fait pour la dépolitiser et la neutraliser. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que neutraliser. On est dans, effectivement, l'anticommunisme hystérique même. Mais alors, pourquoi cette génération, enfin la génération s'est pas renouvelée? Et qu'est-ce qui a fait qu'elle a été écrasée totalement, il semblerait, parce que vous faites un support pour permettre de transmettre ça, mais le public n'est pas là. Enfin, le bolchevisme 2.0, où est-ce qu'il est passé, quoi? Et où sont les représentants, les héros justement de cette... Alors en Russie, il y en a même parmi nous qui sont venus en délégation. Ils sont assez discrets pour des tas de raisons, mais je ne sais pas où il est passé. Comme il a été question de la... derrière les livres. Même si on ne te montre pas, tu pourrais peut-être t'approcher pour nous raconter un petit peu la manière dont ça a été célébré à Moscou cette année. Oui. Viens, approche-toi pour qu'on t'entende simplement. Un témoignage totalement fiable. Tu peux t'asseoir pour qu'on t'entende. Tu ne seras pas visible. Non, assieds-toi. Tu ne vas pas te mettre debout, ça me pose plus de problèmes qu'autre chose. Voilà. Alors, raconte un peu les commémorations à Moscou cette année. Ou la commémoration du centenaire. Alors, nous allons, à propos, consacrer une soirée entière à ce sujet qui était pressenti le 2, mais finalement, on va le faire le 16 sans doute. C'est un samedi, ce sera dans le 13e, donc ça sera plus longuement rapporté. Si on prend le poids global de toutes les commémorations qu'il a eues en Russie, évidemment, la part écrasante, c'est les grandes liturgies plutôt finalement neutralisatrices également. C'est-à-dire que le Parti communiste, évidemment, c'était pas fait à catimini, hein, c'était fait avec du fracas même parfois. Il y a eu tous les partis communistes du monde qui sont venus, sauf le PCF. Le seul parti communiste au monde qui n'ait pas été présent à l'invitation des communistes russes, c'est le parti, c'est l'exception qui donne, c'est le PCF. Le seul qui n'était pas présent, d'ailleurs il paraît qu'il va changer de nom. Hein. Oui. Il aurait déjà dû le faire depuis longtemps. Il assume complètement ses positions. C'est-à-dire que le pays où vous avez, je ne sais, 80% de population, ça n'a jamais été vraiment mesuré, mais enfin mesuré à 1% près, mais 70 ou 80% de population qui sont attachées à l'Union soviétique comme à une valeur sûre, qui ne remettent pas en cause le fait que
cet État avait été un bien, tout simplement. Alors vous pouvez difficilement cacher la fête de la Révolution. Donc évidemment le pouvoir, c'est-à-dire toute la masse des gens au pouvoir, la classe au pouvoir, classe dirigeante, comme on disait jadis. Voilà, qui est en grande partie anti-soviétique, essaie de diluer en faisant les commémorations dans le style divers, neutralisant l'action toujours, c'est-à-dire par exemple les pièces de théâtre qui mélangent la révolution avec le music-hall, enfin bon, le cancan des révolutions. Bah, comme chez nous, oui. C'est comme chez nous du temps de Mitterrand avec 89. Hein. Voilà, donc rien n'est neuf, mais en même temps, donc dans les bases des mouvements, c'est pas mort. C'est-à-dire que les mouvements, même je parle des mouvements, enfin celui que je représente, c'est très vivant. Alors, à mon avis, c'est pas de ça que je parle, parce que là il n'y a pas de souci, là c'était célébré en mode action. Mais ceux qui sont les grands, le Parti communiste, mais également les autres groupes, il y a plusieurs qui se réclament du Parti communiste soviétique, ils ont tous plus ou moins célébrer quand même avec la base qui en veut plus, c'est-à-dire qui sent que c'est pas ça. Alors ça c'est une évidence, d'ailleurs l'icône venue du nord, non de l'est, du froid, exactement, parce qu'en fait c'est pas le nord. Finalement, parce que là il fait référence à une vidéo qui a été mise sur le site des Librairies il y a quelques jours. Je vous invite à regarder où il est question de l'Ukraine, mais il y avait des allusions. Voilà, évidemment. Donc il y a une jeune femme qui est tout à fait de cette sensibilité, qui s'y apprête à entrer justement dans le KPRF. Alors elle voit très bien que c'est pas ça. C'est-à-dire que, ouais d'accord, c'est des commémorations bruyantes, hein, on s'y attache. Après, Poutine fait le ménage dans le style de toujours avancer le propos conciliateur, que ceci est bon, mais personne ne dit que c'est pas simplement une chose bonne, que c'est la chose qui, par exemple, va déterminer l'avenir, ou qui n'a été que la première étape d'un certain mouvement, enfin, on plus en moins, on va la question qui est à l'ordre du jour toujours, on nous fait voter toujours sur les sites, c'est est-ce qu'il faut enterrer Lénine. Donc, en fait, évidemment, ils veulent enterrer la révolution. Donc, enterrer Lénine, c'est-à-dire le sortir du mausolée. C'est-à-dire, c'est clair que toute je ne dis pas hystérie, mais en tout cas, cette agitation qui est autour de ce sujet depuis des années, qui a un côté orthodoxe. Alors là, il y a des curés qui vont dire que, en fait, il y a des curés qui disent qu'il ne faut pas l'enterrer, c'est ça qui est le plus drôle. Parce que il y a des curés qui sont d'une sensibilité très soviétique, parmi eux, quoi. Les popes. Et les popes, voilà, qui avancent l'argument qui est en dessous de la terre. Parce qu'effectivement, il est en dessous du sol. Et donc, comme ça, il est enterré, c'est bon. Faut pas... Voilà. Mais donc, le truc, il est moussé. C'est-à-dire, ça ne fait pas oublier la révolution, effectivement, mais ça fait désamorcer certains de ces... Bon. Ça ne veut pas dire que... C'est-à-dire, dans la répartition globale, vous avez en haut l'élément prépondérant qui ne la veut pas, qui veut l'enterrer, en gros. Et en bas, l'élément qui sent qu'on le tire sur les moustaches, comme on dit en russe, enfin, voilà, qu'on le manipule, mais qui n'est pas capable massivement d'exprimer ça pour l'instant, qui est, si jamais le cas se présenter, mais ce qui le tire vers la boue, c'est la société de consommation où il est englué terriblement, enfin le peuple, je veux dire. Donc c'est entre ces deux éléments, d'une part il est vraiment porté à une certaine
disons, élévation révolutionnaire d'antan, mais de se mettre en phase avec ça, mais en même temps, il y a ce vase en dessous qui est très forte. Est-ce qu'il y a... On Oui. m'a dit, c'est un camarade de la Russie, on m'a dit qu'il y avait des manifestations interdites par Poutine, mais organisées par les divers partis communistes. Le Parti communiste ouvrier communiste, les Zouganov. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose qui avait été interdit par Poutine en plus. Donc parce que le Kremlin, c'est, vous savez, tout ce qui se passe... Sur la place rouge, ça a été interdit. Hein. C'est possible que sur la place rouge, ça aurait été interdit. Mais il faut savoir que maintenant, il y a énormément de poussées contre Poutine, y compris de la part de cette espèce de mélange qui est à la tête du parti communiste, certains fonctionnaires du parti, enfin fonctionnaires, ça se dit en russe, comment dire, acteurs du parti communiste, qui essayent d'inculper, genre, voilà, mettre toujours en cause Poutine, c'est lui qui interdit. Donc, enfin, voilà, Poutine en personne, effectivement, il représente la classe dirigeante, mais il représente la fraction de la place dirigeante, la toute petite fraction pour qui l'appui sur le peuple et sur la révolution est l'intérêt premier. Parce que s'ils ne font pas ça, ils vont tomber tout simplement, mais carrément, s'ils ne vont pas passer l'hiver, tout simplement. Oui, il instrumentalise. Voilà, donc les militants qui disent que Poutine a interdit une manifestation pour la révolution, alors peut-être, mais c'est pas Poutine qui l'a interdit, c'est en tout, c'était pas interdit pour camoufler le fait que quelqu'un fait la révolution. Alors, notamment l'action la plus comment dire, active au sens de quelque chose qui s'est fait, c'était fait par l'essence du temps que je représente. Ça n'a pas été interdit, c'était à Moscou. C'était pas dans la rue, c'était dans une grande salle. C'était accueilli, enfin, il y avait des personnalités de l'Europe, enfin, du Parlement européen, enfin, plein de gens qui sont venus, ils étaient accueillis dans un palace, je sais pas quoi, enfin bon, voilà. Donc on a assuré quand même le côté... L'intendance. C'était pas cryptique. Voilà, non. C'était tout à fait visible. C'était ouvert, visible, ouvert à tous. Personne n'a jamais, enfin bon, Poutine... Et on vous a pas fait d'embêtement. D'accord, mais bon, c'est pas pour ça qu'on a eu des problèmes quelconques. Donc voilà, je termine là-dessus. Ouais. Effectivement, il est possible qu'une manif soit interdite parce qu'elle voulait défiler devant le mausolée ou je sais pas quoi, enfin j'en sais rien, mais il n'est pas souhaitable de formuler cela de façon à dire Poutine a interdit une manifestation, et ça les camarades de base ne comprennent souvent pas. Oui, d'une manière générale, il interdit très peu de manifestations. Oui, en fait. C'est ça. Et contrairement à ce qu'on nous raconte. C'est ainsi que dans 2012, les camarades du Parti communiste, pas tous, mais une certaine partie, se sont retrouvés aux côtés des libéraux à manifester à Balotne. Après, ils ont tourné le dos à ça, mais l'affaire était scellée. Donc, c'est en ce moment toute cette manipulation qui se font en Russie. Vous regardez ce qui se passe en France, multiplié par 10. Donc, c'est il y a un côté sournois absolument malsain là-dedans, mais je sais pas, il y a des beaux hommes qui sont derrière, j'imagine pas leur mentalité, c'est diabolique complètement. Pour reprendre le rapprochement qu'a fait, ou le parallèle qu'a fait Philippe Videlier, avec la manière dont, au moment où ça a été commémoré en France, où la Commune a été commémorée en 1971, donc il y a déjà plus de 40 ans, et où il évoque effectivement cette proximité pour beaucoup de raisons. D'abord parce qu'il y avait une ambiance à l'époque à Paris et en France qui était très différente d'aujourd'hui. Aussi parce que c'était français, parce que c'était Paris, parce que c'était la Commune, parce qu'il y a un côté subversif, d'autant que la Commune était soigneusement occultée dans les programmes, y compris d'histoire qu'on enseignait. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui cette même proximité, ou comment c'est vécu, je dirais, le ressenti, comme on dit, du climat en général, d'après toi, des générations actuelles russes, est-ce qu'il y a cette même proximité? Est-ce qu'il y a un écart considérable, comme celui qu'on a évoqué tout à l'heure? Qu'est-ce que tu pourrais en dire?
Alors, en ce moment, c'est en pleine ébullition, donc on ne peut pas faire des constats, sauf à essayer de faire une histoire immédiate. Alors, Est-ce qu'il y a un clivage de génération? Ceux qui ont connu la période soviétique, entre guillemets, parce que oui, bien sûr, Yeltsin et compagnie, et puis ceux qui n'ont rien connu de tout ça. C'est-à-dire que je ne peux pas dire qu'il y a un très profond clivage de génération, parce que la jeune génération aujourd'hui, elle est peut-être non moins intéressée à la période soviétique, mais c'est à cause de du rebondissement patriotique qui s'est produit après 2014, grosso modo après les événements ukrainiens et après les sanctions occidentales, ce qui se fait que l'ensemble de population maintenant difficilement se diviserait d'après l'âge, les tranches d'âge en camps opposés. Ça se divise plutôt par tranche, par appartenance. Par rapport de classe. Voilà, exactement. Tout simplement. C'est très nettement le rapport des classes, où une très faible partie de la population qui se veut appeler toujours classe créative, remarquez, Marx n'a pas connu ça. Et innovante. Voilà, et innovante, c'est en gros le plancton des bureaux, enfin les bureaux, des bureaucrates. Les habitants, des mecs d'ordinateur qui travaillent à l'ordinateur. C'est plutôt technocratie, voilà, ingénieurs, techniciens, etc. Donc bon, c'est l'ancienne intelligentsia russe qui a toujours été fameuse par son adoration complètement servile vis-à-vis des bienfaits de l'Occident. Ça remonte au XVIIIe siècle, enfin au temps de après Pierre le Grand. Enfin, ça n'a jamais cessé. Le clivage entre les slavophiles et les occidentophiles, donc chacun était dans son extrémisme ultime. Donc là, c'est acéré jusqu'à l'extrême point. Donc toutes les controverses sont à leur extrême point en ce moment. C'est-à-dire que vous aurez des avis différents selon qui vous allez interroger. Donc si vous demandez la célébration, enfin les histoires des centenaires, des bicentenaires, si vous demandez à un libéral, il va vous raconter des trucs. Alors, un exemple, j'ai une petite élève à Paris, enfin, c'est choquant comme exemple, simplement, qui hier, pas plus tard qu'hier, annonce, qui a 6 ans, qui annonce, qui est russe, et qui annonce, il me dit, j'ai pas dormi toute la nuit. Je pensais, qui est plus mauvais, Hitler ou Poutine? Alors, vous vous rendez compte... qui est plus mauvais? Hitler ou Poutine. Ah. Donc, c'est le gosse de 6 ans, donc qu'est-ce qu'il entend à la maison, quoi. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on lui raconte, les parents russes, qui sont effectivement les admirateurs d'Abramovitch, ou je ne sais plus qui, enfin, peu importe. Mais c'est le climat d'une opposition mais extrême. Quand un gosse déduit un truc comme ça, cela veut dire que la famille elle est portée à... Il y a eu des Russes blancs quand même. Hein. Ça c'est pas les Russes blancs, ça c'est justement les migrations récentes. Non, mais je disais... Les Russes blancs sont encore une autre composition là, mais ils sont ensemble en ce moment. Je voudrais demander à Philippe cette espèce d'écho qui devient de Moscou aujourd'hui, toujours dans les dernières nouvelles des bolcheviks. Est-ce que ça t'inspire un commentaire, une réflexion? Moi, je ne sais pas précisément ce qui s'est passé autour des commémorations en Russie, mais ce que je crois néanmoins, c'est que on est quand même dans un contexte similaire à celui que l'on connaît ici, c'est-à-dire que, évidemment, peut-être qu'il y a eu des manifestations, etc., mais la question de la relation de proximité entre ce qui s'est passé dans les années 20 et ce qui se passe aujourd'hui
à mon avis, n'existe plus. La relation de proximité, c'est-à-dire pas seulement d'inspiration, mais même de connaissances intrinsèques. J'ai dit intrinsèque, ça fait 3 fois que j'emploie ce mot ce soir. Mais je pense qu'il y aurait tant de choses à apprendre. La Russie aurait tant de choses à apprendre sur sa propre histoire qu'elle n'a pas pu apprendre parce que les événements se sont déroulés de telle façon que il y a une espèce de zapping qui s'est produit, hein, de glissement, parce que quand on y réfléchit quand même, on va prendre les choses tout à fait différemment, de façon incroyable. La plupart des gens qui ont aujourd'hui une soixantaine d'années, et il y en a beaucoup en Russie, ont été élevés dans l'Union soviétique. Il y a beaucoup de gens qui ont connu, non seulement, il y a beaucoup de gens, en plus de génération en génération, ça va s'amenuisant, mais il y a énormément de gens qui ont connu la perestroïka, il y a énormément de gens qui ont connu Khrouchtchev, il y a énormément de gens encore qui ont connu Staline, et donc ça veut dire qu'il existe, ce dont on peut être sûr, c'est qu'il existe une mémoire enfouie de cette longue période soviétique. Mais que justement, le problème, c'est que cette mémoire, elle est enfouie, elle est devenue familiale, elle est devenue privée, privative, c'est-à-dire que chacun a eu une expérience familiale et personnelle de toute cette époque, mais rien de cela n'est socialisé. Je veux dire, c'est-à-dire partagé dans la société, débattu dans la société, et c'est là, à mon avis, le problème essentiel, dont je ne sais pas ce que ça peut donner, mais de même que quand on y réfléchit, si on regarde quelle a été la trajectoire personnelle de cette personne qui s'appelle Poutine et qui préside aujourd'hui au destin de la Russie, c'est aussi une chose extraordinaire, puisque ce personnage a fait toute sa carrière dans l'appareil soviétique. Et j'ajouterai juste un mot pour terminer sur ce développement, c'est que il y a soviétique et soviétique. Je veux dire par là que la période de Khrouchtchev, la période de Brejnev, la période de Gorbatchev, la période stalinienne, la grande terreur des années 37-38, les tournants de 1927, les procès de Moscou de 1936, mais avant, les tournants de 1927, et puis la période auparavant de la guerre civile et celle de l'immédiate après-révolution, ce sont des périodes soviétiques qui ne sont pas la période soviétique. J'allais dire que ça n'existe pas de ce point de vue-là, la période soviétique. Il y a c'est comme si on disait, pour reprendre sur la Révolution française, et ça me permet de vous dire, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'aspect transition qu'a signifié plutôt le bicentenaire de la Révolution. C'est comme si la période soviétique, c'est une période très longue, et la période de la Révolution française, c'est à l'inverse une période très courte. Mais c'est comme si on mettait sur le même plan les États généraux, la Convention, la Terreur, Thermidor, Napoléon, et qu'on appelle tout ça, et qu'on fasse de tout ça une période unique. Alors que non seulement ça n'a rien à... ce sont des périodes, ce sont des moments extrêmement distincts les uns des autres, mais distincts
dans leur signification, et aussi par les gens qui ont joué un rôle, même si on voit un certain nombre de personnages traverser cette histoire, et la traverser de façon étonnante, c'est-à-dire passant d'un régime à l'autre sans trop de problèmes, et faisant oublier ce qu'il était auparavant, ceux qui ont partagé des élans révolutionnaires et qui se retrouvent ensuite avec Bonaparte et dit Napoléon Ier. Donc voilà. Et ça, c'est une période qui est courte puisqu'elle va jusqu'à la Restauration, hein, pour nous. Mais ça ne viendrait à l'idée de personne d'appeler ça, d'ailleurs je ne vois pas comment on pourrait l'appeler, mais de la même façon qu'on dit la période soviétique. Parce que la période soviétique, ça n'existe pas. Il y a une histoire de la Russie, et pas seulement de la Russie d'ailleurs, de ce qui a formé l'Union soviétique, de tous ces territoires et républiques qui ont formé l'Union soviétique, une histoire longue qui va effectivement du 25 octobre 1917, calendrier russe, comme on disait à l'époque, donc de novembre 1917 pour chez nous, jusqu'à la chute de l'URSS avec Boris Yeltsin, et tout cela formant une histoire longue, une histoire contradictoire, qu'on aurait tort qu'on aurait tort de prendre pour quelque chose de compact et d'unique, mais qui au contraire est plein non seulement de contradictions, mais même ce mot de contradiction est très faible pour dire ce qu'il en a été. Hein, puisque par exemple, je reprends le parallèle avec la Révolution française, une grande partie donc, des révolutionnaires d'octobre qui ont été ensuite liquidés dans les grandes purges, qui ont commencé à sombrer à partir de 1929 et qui ont été tués dans les années 30, parlaient du processus donc, initié autour de 1927, du 10e anniversaire de la Révolution russe, comme de Thermidor. Parce qu'ils avaient en tête, il faut voir que la plupart des dirigeants, la plupart, hein, pas tous, mais la plupart des dirigeants bolcheviques des premières années, c'était des gens qui avaient connu l'exil. C'était des gens qui avaient une connaissance du monde européen, qui avaient une connaissance de l'Occident, qui avaient même une connaissance parfois, et souvent même des États-Unis. Il y a un nombre assez impressionnant de gens qu'on retrouve à des postes dans la Révolution russe des premières années, et qui viennent de Chicago, de New York, etc., parce que c'était des exilés, bon, des activistes Bon, dangereux, subversifs. Je parle d'eux en attendant Blücher, où à une époque, dans les pires périodes de la guerre civile, donc l'État soviétique avait monté une république autonome qui s'appelait République d'Extrême-Orient, qui était une sorte d'État tampon pour faire face à l'envahisseur étranger, américano-japonais en Extrême-Orient, donc qui se disait un peu neutre et qui en fait étaient des partisans bolcheviques, mais dont certains venaient donc directement des États-Unis. Donc je disais ça pour dire simplement que c'était des gens qui avaient une grande expérience du monde, qui étaient des gens, pour la plupart, de grande culture, qui avaient des formes de débat qui étaient partagées en Europe par tous les mouvements socialistes, et qui pensaient leur révolution, qui pensaient la révolution des premières années, dans des termes très proches de la Révolution française. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait ça en tête en permanence. D'ailleurs, comme la Révolution française avait en tête le modèle romain, bon, les classiques, les Gracchus, Babeuf, etc. Bon. Mais, et donc, qui se disait
comment éviter les erreurs, de reproduire les erreurs, c'est comme ça qu'ils pensaient, de la Révolution française. Et c'est pour ça que lorsque est arrivé le régime stalinien, donc le régime dirigé par Joseph Staline, un grand nombre d'entre eux, donc, qui sont ensuite morts dans les purges, voyaient cela comme Thermidor. Ah oui, Trotsky avait dit comment éviter Thermidor. Il a même écrit un bouquin avec ce titre. Et l'histoire de Thermidor, c'était quoi? C'était que la révolution, dans leur idée, c'était la Révolution française avait un cours proche de ses idéaux jusqu'à ce coup d'État contre-révolutionnaire qui établit un nouveau régime, donc qui est le coup d'État de Thermidor, qui va mener ensuite au Premier Empire. Et les révolutionnaires russes n'avaient qu'une peur, c'était que leur révolution, telle qu'ils la voyaient, soit renversée par un régime qui n'ait rien à voir avec leurs propres idéaux. Et leurs idéaux, c'était ceux du socialisme, etc. Mais pourquoi aussi portait-il la révolution dans cet état d'esprit? Parce que la révolution, elle est issue de la guerre. Et que pour comprendre la révolution russe, il faut comprendre non seulement le fait qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, d'abord, elle en est directement issue, mais aussi dans le fait que ceux qui l'ont réalisé, cette révolution, étaient liés à des mouvements qui étaient en Suisse tout petits, Kiental, Zimmerwald, c'est-à-dire ceux qui se disaient « nous allons sauver les idéaux socialistes qui ont sombré dans la guerre ». C'était des poignées de gens dans chaque pays qui se retrouvaient dans l'opposition et dans des oppositions féroces, d'une part à la guerre en cours, mais à tous ceux qui s'étaient ralliés au grand massacre, et qui portaient donc ces idées socialistes d'un point de vue international. Parce que non seulement ils avaient une grande connaissance et grande culture européenne, mais ils ne concevaient leur révolution que d'un point de vue international. D'ailleurs, il y a une chose qui est peut-être anecdotique, mais qui est aussi assez remarquable. Beaucoup de gens voulaient connaître en chair et en os, si j'ose dire, Lénine. Donc Vladimir Ilitch Ulyanov, ce personnage que peu de gens connaissaient, bien qu'il ait vécu à Paris, dans le 14e arrondissement, je crois, peu de gens le connaissaient, et du jour au lendemain, donc, il s'est retrouvé au pouvoir, président du Conseil des commissaires du peuple, et en Occident, un nombre considérable de gens auraient aimé le rencontrer. Il y en a un qui l'a rencontré, qui est H.G. Henry George Wells, et que vous connaissez tous, puisque c'est lui qui a écrit L'Homme invisible, La guerre des mondes, donc, qui est un des plus connus des écrivains de science-fiction du XXe siècle. Et lui fait le voyage en Russie en 1920. Et il y reste quelques semaines, et son grand objectif, c'est de rencontrer Lénine, ce qu'il parvient à faire. Donc il va rencontrer Lénine, et il en ramène un récit qu'il appelle le rêveur du Kremlin. Et tout le dialogue entre Lénine et H.G. Wells, l'écrivain britannique, c'était du côté de H.G. Wells, c'était de dire mais cette révolution, vous voulez la mener où? Et on voit très bien d'ailleurs que Lénine, dans ses réponses, ne sait pas, c'est-à-dire, n'a pas de réponse précise à « nous allons faire ceci, nous allons faire cela », etc. Et à l'inverse, Lénine lui répond par un retournement de questions en lui disant « mais pour que notre révolution ait du sens,
il faut qu'elle soit étendue chez vous. Et qu'est-ce que vous attendez, vous les Britanniques? Alors ça fait une réponse assez curieuse quand on la lit aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez, vous les Britanniques, pour faire la révolution chez vous? Donc voilà. Et donc j'ai été peut-être un peu long dans ce développement, mais à la fois pour dire qu'il n'y a pas d'époque soviétique, mais il y a une multiplicité mais dans cette grande histoire, hein, donc qui a duré, je ne sais plus d'ailleurs combien, 70 ans. 70 ans, merci, je suis pas très bon en calcul, et bien dans cette grande histoire, il y a eu une succession d'histoires qui demandent à être analysées, à être comptées aussi, moi pour ce qui me concerne, je préfère ce mot, de façon particulière à chacune. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc pour me résumer, c'est que les initiateurs de cette révolution, donc eux, avaient une vision à la fois totalement imprégnée d'esprit universel lorsqu'ils la réalisent. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement pour les Russes, et je crois même qu'on trouverait des relations de conversation entre Lénine et quelques-uns de ses amis autour de ça, qui seraient assez étonnants. Et par exemple, Lénine se référait énormément à la Commune de Paris. Donc on raconte, par exemple, que lorsque la révolution russe a tenu face aux interventions contre-révolutionnaires et étrangères, a dépassé le nombre de jours qu'a tenu la Commune de Paris, Lénine aurait dansé sur la neige, hein, en disant « nous avons passé d'un jour le temps de la Commune de Paris ». Dire ça, c'est qu'ils se pensaient en exemple universel et qu'ils ne se pensaient pas pour eux-mêmes en termes de conservation. Et un des livres les plus importants qu'a écrit Lénine, en tout cas qui a fait date pendant très longtemps dans les mouvements communistes, qui s'appelle L'État et la Révolution, a été écrit à l'été 1917, alors que Lénine était caché en Finlande. Il était recherché par la police du gouvernement provisoire de Kerensky. Et ce livre, qui est le plus utopique des livres de Lénine, donc, se réfère énormément à la Commune de Paris. Il dit voilà ce qu'il ne faut, voilà ce que la Commune a fait et qu'il ne faut pas faire, voilà ce que la Commune a fait et ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, il avait bien lu Marx aussi, comme tu sais, oui, sur le sujet, entre autres. C'est-à-dire une vision de sa propre révolution qui avait vocation universelle. Et c'est justement ce qui a fait que cette révolution a eu un tel écho. Puisqu'on dit les 10 jours qui ébranlèrent le monde, ça a été un livre qui a été traduit dans toutes les langues, le livre de John Reed, qui était un Américain, qui a été écrit d'abord pour les Américains, mais on trouverait, et ça c'est aussi une spécificité de la révolution russe, c'est qu'on trouverait son écho, on trouvera son écho, non seulement ici, en Europe, hein, puisque les premiers effets de choc, si j'ose dire, de la révolution d'octobre, ça a été la Hongrie, hein, de 1919, et surtout la révolution allemande de 1919, de 1918, donc qui éclate juste au moment, juste avant l'armistice, et qui vient mourir à travers la semaine sanglante de janvier 1919, dans laquelle sont massacrés Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Donc on trouvera cet effet de choc de la révolution russe, cette onde qui se propage non seulement vers l'Occident, vers l'Ouest, mais aussi vers des pays où on ne l'attend pas. Et par exemple, elle a connu en Chine un écho tout à fait extraordinaire. Il y avait par exemple un bibliothécaire de l'université de Pékin, le bibliothécaire chef de l'université de Pékin, qui s'appelait Li Ta-Chao,
qui a été fondateur ensuite du Parti communiste chinois, plus tard, mais qui était un des grands intellectuels de l'après-Première Guerre mondiale en Chine, et qui avait écrit un article qui s'appelait « La victoire du bolchevisme », qu'il écrit en 1918, et où il explique que ce mot donc, mérite d'être traduit en chinois, hein, parce que ce que représente le bolchevisme, c'est, et là il reprend en plus le parallèle, comme la Révolution française a été non seulement une révolution pour la France, mais l'esprit du XIXe siècle, dit-il. La Révolution française a été l'esprit du XIXe siècle, c'est un Chinois qui le dit. Le bolchevisme est l'esprit du XXe siècle. Donc voilà comment il se pensait. Je voulais juste rajouter une chose. Oui, juste un petit mot. Mais oui, mais tous ces mouvements, on attendait de la Révolution d'octobre, mais c'est pas réaliste. Tous ces mouvements ont échoué. Et je pense que c'est l'une des raisons qui explique ce qui s'est passé après en URSS. On a un peu l'impression qu'on va à l'envers, là, que les révolutionnaires ont abandonné l'idée universelle. Mais comment faire? Il n'y a pas eu de révolution ailleurs. Enfin, ils ont échoué, plus exactement. Je peux rebondir Voilà. là-dessus, ça c'est un point très très important. Ben oui. Parce que, en fait, toutes les, effectivement, je suis complètement d'accord sur le fait que la Russie a tout à apprendre sur sa propre histoire, mais c'est en cours. C'est-à-dire le travail se fait, et un des points fondamentaux dans ce travail, c'est la vision des années 20, qui objectivement se trouve tel que le clivage à l'intérieur de la direction de l'Union soviétique, qui se fait sur l'idée de construction du socialisme dans un pays isolé, comme on le sait, c'est 1926, c'est ça, le 26, 27, c'est ça. Voilà, donc, et qui ensuite est le point qui générera les purges, toutes les conséquences finalement, parce que il y a Trotsky qui va d'un côté, Staline qui va de l'autre, etc. Tout est lié à une donnée préliminaire, c'est que les bolcheviks attendent que ça pète ailleurs. Et en fait, ça pète pas. Donc, après, il y a Duce en Italie, il y a ceci, ça sent vers 1925-26, ils voient que c'est cuit, qu'il n'y aura pas la révolution ailleurs. Donc, d'une échelle suffisante pour que ça puisse prolonger la marche de ce feu ailleurs. Mais les petits trucs là, ça compte pas. Donc, enfin, vraiment, à l'échelle mondiale. Ils attendaient, mais pour de vrai. Donc, ça n'est pas arrivé. Et de là naît la polémique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, la polémique, c'est soit on prolonge malgré tout, enfin, des subversions ailleurs, c'est-à-dire on s'oriente entièrement sur la révolution mondiale, qui ailleurs n'est pas apparemment si forte que cela, soit on fait le socialisme dans un seul pays. Alors, faire le socialisme dans un seul pays, qui est la Russie, implique plein de choses qui ont peut-être l'apparence du thermidor, parce qu'il faut appuyer tout sur les masses populaires, sur l'esprit grand pouvoir impérial russe, grand russe, enfin, sur certains éléments qui sont ancrés sur l'esprit quasi religieux de la population vis-à-vis de choses patriotiques, etc. Sur plein de choses qui ont été mis avant par l'époque stalinienne, qui a dû ensuite balayer plein de gens, qui est un drame pas possible, mais donc ça, ils partaient pas tout seuls, donc enfin voilà, sinon il y avait la guerre, sinon ils allaient perdre, sinon Staline a dit en 1931 qu'il avait 10 ans, et effectivement les 10 ans sont passés. Voilà. Je vais te rendre la parole éventuellement, mais je voulais quand même préciser quelque chose à propos de tout ce qui vient d'être dit, parce qu'on a tendance à oublier que la révolution a bien eu lieu à ce moment-là, et je vais rappeler des choses très brièvement, hein, parce qu'on fait un peu d'éducation populaire pour des générations qui sont plus du tout dans la moindre proximité avec ça, pour toutes les raisons qu'on a dites. C'est quand même que quand Lénine arrive, et vous allez voir ça a des échos avec la situation actuelle, parmi les premières choses qui va Lénine et les bolcheviks au pouvoir, ils vont quand même mettre un terme à la guerre, bien sûr, refuser de payer la dette,
russe, transformer complètement le rapport social, évidemment, de production, attribuer aux femmes russes, bien avant nous, bien avant les Françaises, le divorce, le droit à l'avortement, le droit de vote, etc. Donc, il faut quand même pas oublier qu'il y a quand même eu une révolution. C'était pas une rigolade, une transformation colossale, sans précédent dans l'histoire. Elle a vraiment eu lieu. Elle a vraiment eu lieu dans un seul pays, avec les inconvénients, les conséquences. Un seul pays, il est vrai, extrêmement vaste et composite. Il faut quand même pas perdre ça de vue, parce qu'on a tendance à oublier que ça a eu lieu. Elle a bien eu lieu. Et ça a vraiment été une révolution. Voilà, je voulais juste rappeler ça. Hein. Alors, absolument, simplement la suite, c'était l'histoire d'essayer de la sauver, cette révolution, c'est-à-dire de la faire durer plus longtemps que la révolution française, notamment. Donc, mais effectivement, il y a eu tout cela. Il s'agit de défendre ces acquis. Sauf que, voilà, après, c'était sanglant comme choix qui se posait. Et donc, moi, je ne suis pas en mesure à présent de répondre, par exemple, comment j'aurais fait mieux, d'un côté ou d'un autre, avec ce peuple, avec tout ce qu'il a de bon et de mauvais, avec tout ce qu'il sait faire et tout ce qu'il ne sait pas faire, tandis que les puissances occidentales, toutes proches, notamment l'Allemagne, vers 31, là, ça devient déjà, ça gronde. Donc, surtout du point de vue industriel, la Russie se sent faible et elle voit que les impérialismes qui se remettent après la guerre vont pas la laisser vivre si elle ne se modernise pas entièrement. Et donc là, c'est l'enjeu maintenant. Oui, il faut peut-être rappeler aussi qu'à cette même époque, la modernisation également a eu lieu. La croissance de la Russie soviétique pendant la période, les premières décennies de son existence, est la plus forte au monde. Ah bah oui. C'est colossal. Ça va être largement détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, grâce à l'Europe, avec les champions de l'Europe hitlériens contre la barbarie déjà judéo-bolchevique, mais qui vont quand même raser 35 000 communes, on sait les 25 millions de morts, la destruction de cette croissance ultra rapide qui a lieu à la Schlag, entre autres, et avec tous les inconvénients qu'on a évoqués, mais ça aussi, il faut rappeler que ça a eu lieu insister sur la préoccupation que tu évoquais, oui. Il fallait le pays était un pays féodal, extrêmement, formidablement attardé. Voilà. Juste un truc rapide de dire qu'on n'a pas souligné l'importance de l'armée qui est passée du côté des révolutionnaires. Oui. C'est très important. On en a un peu parlé, il en est beaucoup question dans le livre. La commune, les pays en Europe où l'armée, finalement, est restée fidèle au régime, quoi. Et ça n'a pas bougé, mais l'armée a été déterminante. Mais là, je vais te laisser conclure, parce qu'on va peut-être conclure cette soirée, à moins qu'il y ait d'autres questions. L'armée, le rôle de l'armée, dès la première nouvelle, d'ailleurs, est très clairement évoqué. Et le caractère subversif, la manière dont la subversion va s'y développer quasi spontanément. Oui, puisque la première des nouvelles tourne autour du Potemkin et de l'histoire du Potemkin dans la première révolution, c'est-à-dire de la révolte des marins, et donc de la révolte de l'armée dans cette première révolution. Et l'une des nouvelles s'appelle Cavalerie rouge, et reprend d'ailleurs un titre du livre bien connu d'Isaac Babel, et le tableau de Malevich. Et du tableau de Malevich, et donc tourne autour à la fois de l'avant-garde artistique qui se développe à ce moment-là de façon absolument extraordinaire, et de la guerre civile. Je voulais juste une insiste très brève. On a fait une soirée, je te rends tout de suite la parole. On a fait une soirée ici pour évoquer l'origine du terme avant-garde en art, et on a rappelé que ça date de cette époque-là. Parce que cette avant-garde correspondait pas seulement à des révolutionnaires de musée. Hein, c'était pas du tout ça. Je te rends tout de suite la parole. Oui, donc cette cavalerie rouge qui donne le
titre d'une des nouvelles, qui est une nouvelle qui porte sur la façon dont s'est développée la guerre civile, et comme pendant la guerre civile se développaient à la fois ces nouvelles formes artistiques. Mais aussi l'armée est très présente par le fait que un certain nombre de mes héros sont des écrivains, un certain nombre de mes héros sont des artistes, et un certain nombre de mes héros sont des gens qui ont combattu les armes à la main et ont forgé la défense de la Révolution, que ce soit Frunze, dont on a parlé tout à l'heure, ou que ce soit Blücher, qui a connu une destinée absolument incroyable et qui a été donc un des maréchaux de l'Union soviétique. Bien, eh bien, merci beaucoup Philippe, merci à tous, bravo.